Anne-Claudius Petit, bonjour. Bonjour Elsa. Je suis ravie de vous accueillir au micro de Radio JM. Vous êtes présidente du Parc naturel régional de Camargue, et déjà ça fait rêver, présidente de l'Arbe et conseillère régionale. On va parler de tout ça ensemble et je pense que nos auditeurs comprennent que l'orientation, elle est véritablement aujourd'hui grâce à vous, avec vous, sur tout ce qui est biodiversité, vert dans notre région, tout ce qui peut être conforme à un plan climat, évidemment. On va commencer par ça d'ailleurs. Vous êtes présidente du Parc naturel régional de Camargue, on va en parler, mais je voudrais qu'on commence par l'Arbe. Vous en êtes présidente et c'est peut-être ça aussi qui a fait qu'aujourd'hui on vous retrouve à la tête du Parc naturel régional de Camargue. Oui, alors il faut expliquer ce que c'est que l'Arbe. C'est une agence. C'est une agence régionale, donc agence régionale de la biodiversité et de l'environnement. Donc c'est avant tout un syndicat mixte, donc qui regroupe des collectivités locales, donc les départements, le Grand Avignon, les métropoles de Nice, Côte d'Azur et de Toulon, et puis la région. Évidemment. C'est une agence régionale et elle existe depuis plus de 40 ans, mais elle a évolué en fonction des compétences des collectivités membres. Et aujourd'hui, donc en fait, on travaille dessus depuis 4 ans. Elle a évolué vers une agence régionale de la biodiversité, puisque c'est maintenant, avec la loi biodiversité, une possibilité qui est donnée aux régions de créer des structures dédiées à la biodiversité. Nous, on avait déjà une structure existante, donc on l'a fait évoluer vers... je dirais à 90 ou 95% la biodiversité. On a gardé l'environnement parce qu'en réalité, on a toujours des partenariats un peu plus transversaux, notamment avec d'autres financeurs, notamment avec l'ADEME, toujours bien avec sûr. L'Agence de l'eau, bien sûr, avec l'Adréal, et maintenant donc avec l'OFB, grâce à ces nouvelles plateformes ARB, Agence régionale de la biodiversité, mais des actions plus transversales vers la transition écologique des territoires, des entreprises par exemple. Quand on accompagne des parcs d'activités, on a un parcours de labellisation Parc Plus, donc des parcs durables, des parcs d'activités durables, dans lesquels on leur parle pas seulement de biodiversité, parce qu'en général, les entreprises, c'est pas la première entrée qu'elles ont, mais on peut leur parler d'économie d'eau et de comment aménager en tenant compte des problématiques en fait, c'est un accompagnement que vous leur proposez, un développement économique, bien sûr, parce que notre territoire ça en va a avec, besoin, exactement. Mais en respectant, j'allais dire d'une façon un peu large, un plan climat régional, en respectant l'eau, les terres, la terre évidemment, voilà, en réduisant les déchets, en développant l'économie circulaire. Et puis, toute cette biodiversité qui fait notre richesse et qui est, nous l'oublions pas aussi, au niveau du tourisme, un sacré atout quand même. Exactement. Alors, il y a derrière cet accompagnement des parcs d'activité, c'est typiquement, effectivement, c'est accompagner les zones d'activité qui existent et les entreprises qui y sont installées pour que ce soit plus attractif et que les entreprises puissent se développer, parfois même créer des synergies entre elles, parce que parfois elles sont juste les unes à côté des autres sans forcément travailler ensemble. Par exemple, un covoiturage, ne serait-ce que ce genre de choses déjà, c'est un bon début. Tout à fait. Et puis les démarches d'économie circulaire aussi, les déchets de certains peuvent devenir des ressources pour d'autres. Donc il y a des démarches très intéressantes. Et puis il y a aussi le fait que très souvent, quand on parle développement économique, les élus se disent il faut que je crée une nouvelle zone d'activité. Sauf que qui dit créer une nouvelle zone d'activité, on en a déjà plus de 1500 en région, dit forcément créer des routes, prendre sur des espaces naturels, etc. Sur la biodiversité. Donc c'est un objectif régional qui est important, c'est de réduire la consommation d'espace. Donc là, on voit aussi qu'on est en lien avec la biodiversité et préserver nos espaces naturels, nos espaces agricoles également. Un respect du foncier. Un respect du foncier. Et donc optimiser les zones d'activité existantes, c'est un moyen d'y parvenir. J'avais une question un peu personnelle. Cette attirance, cette appétence que vous avez sur tout ce qui peut être, parce que vous avez été en charge de commission sur l'environnement à la région, elle vous vient d'où ? D'un territoire, d'un parcours personnel ? Je dirais plutôt d'un parcours personnel. Alors moi, j'ai été scout, donc le scout c'est la vie dans la nature déjà pour commencer, scout catholique, donc pour moi c'est retrouver l'œuvre de Dieu dans la nature, savoir vivre avec et la préserver. Je fais de la voile aussi, j'ai beaucoup apprécié d'apprendre à faire de la voile. Voilà, terre, mer, et puis quand j'ai eu des enfants, je me suis posé la question de quoi leur donner à manger, donc j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était risque de bisphénol A dans les biberons, quoi leur donner à manger, donc consommation manger locale, plutôt bio, plutôt local. Et local. Voilà, donc en fait c'est un parcours personnel voilà. que j'ai retrouvé, que j'ai eu l'opportunité grâce à mon mandat régional
développer dans mon action politique. Donc voilà, donc c'est une cohérence. Oui, il y a tout à fait une cohérence dans votre parcours Anne-Claudius Petit, et c'est vrai que c'est important parce que très souvent on parle politique bien sûr, mais il y a une volonté politique, mais d'avoir cette cohérence comme ça pour le bien de notre territoire, je trouve que c'est important quand même de le rappeler et dire ce qu'il en est pour notre territoire, évidemment. L'idée, bien sûr, en tant que conseillère régionale et à la tête du parc naturel régional de Camargue, tout ça, c'est quand même qu'on est, sur le volet climat, qu'on respecte tout ce qu'on appelle air, mer, terre, déchets, énergie cohérente, que tout cela fasse une suite. Est-ce qu'on n'est pas, nous, encore plus sur notre territoire, on doit être encore plus compétent, j'allais dire, parce que aujourd'hui, avec la sécheresse, avec ces obligations qui viennent impacter notre territoire, malheureusement, avec le développement des incendies, comme on l'a vu l'été dernier, et comme déjà on le voit, on a vu récemment dans les Alpilles, c'était le week-end dernier, un incendie. Est-ce qu'on n'est pas encore plus obligés d'être les premiers, peut-être très en avant sur le territoire national? Je pense que c'est ce qui a intéressé la Première ministre dans le fait que le président de la région, Renaud Muselier, propose notre région comme première région pilote de la planification écologique. C'est qu'effectivement, on le sait, la mer Méditerranée est un des lieux qui concentre toutes les problématiques du réchauffement climatique et des impacts qu'on voit effectivement à la fois dans les vagues submersions quand il y a des tempêtes, les inondations quand il pleut trop, comme on l'a vu dans les Alpes-Maritimes, la vallée de la Roya, la sécheresse, toutes ces problématiques qui impactent nos vies, donc nos santé, notre bien-être et puis la biodiversité, toutes nos activités. Et effectivement, sur notre territoire qui est à la fois les Alpes, la Provence et le littoral, on concentre toutes ces problématiques. Exactement. Donc on se doit comme politique d'avoir une vision pour non seulement réduire nos impacts sur la nature, l'environnement, la biodiversité, mais aussi agir pour aménager nos villes, imaginer les villes et les villages de demain et une certaine forme de résilience en fait pour s'adapter autant que possible, parce que nous on souhaite continuer à vivre en région Provence-Alpes-Côte d'Azur évidemment, donc ce qui suppose d'aménager, d'être conscient des risques, de faire prendre conscience aussi, parce que parfois les gens ne se rendent pas compte, et d'être dans la prévention et d'être dans la prévention, et on se rend compte qu'il y a des problèmes d'eau quand on est en état de sécheresse comme on était l'été dernier. Je connais pas les données aujourd'hui, mais on voit bien que, bon, à part la pluie de cette nuit à Marseille, mais à Marseille est quand même très. Voilà, je pense pas qu'il ait suffi. Voilà, les pluies de l'automne et de l'hiver aient suffi pour l'instant à renouveler. Oui, donc il faut vraiment préparer les gens. On sait que c'est du long terme, en fait. Voilà, alors c'est vrai qu'on a quand même un président de région, Renaud Muselier, pour ne pas le citer, qui est très en avance là-dessus, puisque une COP d'avance, c'est quelque chose qu'il n'a pas attendu pour le développer. C'était déjà dans ses premières idées, puisqu'on a eu plusieurs volets de cette COP d'avance. Est-ce aussi ce qui vous a donné envie de vous engager, parce que vous saviez qu'il y avait une oreille attentive à tout cela à la région? C'est vrai que dans le premier mandat, moi j'étais effectivement dès le début dans la commission environnement, avec Loïc Dombreval d'ailleurs, qui n'était pas encore député et qui était président de la commission, quand Christian Estrosi était président de la région. Et puis ça a été une évolution, et effectivement, moi je suis montée en compétence au fur et à mesure que le président Estrosi puis le président Renaud Muselier ont donné ces grandes directions vers l'environnement pour la région. Donc ce qui fait effectivement que au moment où la présidence de l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement s'est trouvée il y avait une légitimité, voilà, j'allais dire. Exactement, ouais. Et donc ça s'est passé assez naturellement, et pour le parc naturel régional de Camargue aussi, je pense. Voilà. Absolument, c'est vrai. Bon, il y a eu la démission qui était un petit peu compliquée du maire d'Arles à la tête de cette institution. Aujourd'hui, tout va bien, et c'est vrai que ce parc symbolise véritablement quelque chose d'extraordinaire. Quand on dit Camargue, partout dans le monde, c'est une marque. C'est vraiment un lieu magnifique. On voit tout de suite des flamants roses, les salins, tout des ça, grands espaces. Des grands espaces, les chevaux. Enfin, quelle est la réalité de ce parc naturel, Anne-Claudius Petit? La réalité, c'est qu'effectivement, c'est un grand espace. Alors, il y a cet espace, l'île de la Camargue, comme on dit, entre le Petit Rhône et le Grand Rhône. Ça s'étend un petit peu côté Port Saint-Louis-du-Rhône, et puis il y a la Camargue gardoise de l'autre côté. Donc, c'est une image très forte qu'on imagine naturelle, d'espace naturel, mais en réalité, ce sont des paysages qui ont été formés par l'homme, simplement parce que il y a un moment où on s'est dit il faut
faut dompter le Rhône, la mer et avoir des activités humaines entre les deux. Donc ce sont vraiment des paysages qui ont été façonnés par les activités humaines. Pour autant, il y a effectivement des zones humides remarquables là, c'est en plus c'est tout à fait d'actualité puisqu'il y avait le 2 février dernier la Journée mondiale des zones humides. T'es bien concerné là. Voilà, exactement. Et les zones humides qui ont pas toujours eu bonne réputation parce que tout de suite on pense aux marécages, voilà, donc mauvaise réputation de problèmes sanitaires, de moustiques, etc. Et pour autant, on se rend compte aujourd'hui que c'est un peu une espèce d'assurance vie puisqu'en réalité, ce sont des amortisseurs des problématiques du réchauffement climatique. Et on a eu tendance, sans trop s'en préoccuper, en fait, à les neutraliser. On en a de moins en moins. Donc c'est vrai que la Camargue étant un espace remarquable, il faut vraiment faire attention à le préserver comme zone humide, mais aussi à prendre garde aux problématiques particulières telles que la salinité, la montée de la salinité, que ce soit dans les Bouches-du-Rhône ou dans le Gard, on a les mêmes problématiques de montée de sel. Dans le Gard, il y a des centaines d'hectares l'année dernière qui ont été de vignes qui ont été annihilés parce que les remontées de sel font que ça brûle tout. Et donc on sait qu'il y a ces problématiques. L'étang de Vaccarès également est trop salé aujourd'hui, donc on fait attention avec maximum d'acteurs, en tout cas autour pour le préserver. Il faut rappeler quand même, Anne-Claude Petit, qu'il n'y a pas de pouvoir réglementaire pour le parc. L'action que vous menez, c'est plutôt une concertation des acteurs locaux, de tous ceux qui composent donc ce territoire. Oui. Ça vous donne beaucoup de marge de manœuvre ? Soyons clairs. Alors très honnêtement, ça fait 7 mois que je suis présidente. Les marges de manœuvre... je n'en sais rien. Je pense que pour l'instant, le gros enjeu du parc naturel régional de Camargue, c'est de remettre l'ensemble des acteurs autour de la table. Absolument. De remettre sur pied aussi le syndicat mixte, c'est une administration. On a plus de 40 agents. Certains qui sont épuisés parce que pas de directeur ou un directeur qui était trop éloigné, trop peu présent, et pas assez présent par rapport aux demandes, voilà. Ça. Et donc c'est vrai qu'il y a des chargés de mission, ils sont en première ligne dans la commission exécutive de l'eau par exemple. On a une chargée de mission eau qui vient d'arriver. C'est un poste où on est en direct dans l'animation de cette commission qui est vraiment un lieu de concertation. Je pense aussi à la chargée de mission littorale qui est en prise directe avec les pêcheurs. Enfin voilà, on a vraiment des personnes qui sont en direct et parfois seules parce que pas de directeur ou parce que les élus n'ont pas su aussi montrer la force du projet de territoire. Je pense que la démission de Patrick de Carolis, voilà, c'est comme le disait Arnaud Muselier la semaine dernière, on lui jette pas la pierre parce que c'est vrai que le parc souffre depuis des années d'une situation extrêmement compliquée. Mission à relever quand même, hein, parce qu'il va falloir arriver à mettre tout le monde autour de la table et qu'il y ait un projet qui soit concerté. En fait, c'est ça votre mission, qui est à la fin un projet concerté, toujours autour du développement durable, évidemment, mais il faut tout faire. Il faut protéger, il faut valoriser ce qui est naturel, ce qui est culturel, ce qui est humain sur le territoire. Et on sait aussi qu'il y a une très forte image culturelle. Tout à fait. Je veux dire, alors il y a eu, pour ne citer que ça, c'est anecdotique, mais tout ce qu'il y a sur les corridas, d'accord, pas d'accord, mais ça aussi c'est un patrimoine. Donc il faut essayer que ça profite à tous sans blesser personne, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Mais c'est vrai, quand on parle du cheval de Camargue, du taureau de Camargue, on sait que ce sont et c'est une des missions d'ailleurs du parc naturel régional, c'est d'accompagner ces races animales remarquables. Ils font partie de notre patrimoine. Il faut protéger. Et puis parce que, on le sait, hein, ces élevages en milieu ouvert, ils font partie aussi de l'entretien de ces paysages. Enfin, l'un ne peut pas se faire sans l'autre. Et donc, on est tous interdépendants. Alors, en fait, le défi de refaire ce projet de territoire, il intervient finalement plutôt bien, même si on est un petit peu en retard, parce qu'on doit réviser la charte du parc. Exactement. Donc, on a cet objectif pour 2026 et on est en plein dedans, on est un peu obligé de faire. On n'a pas le choix. De toute façon, et finalement, c'est une bonne opportunité de se reposer les bonnes questions, de s'approprier tous les problématiques qui sont celles du parc, sans nier les problématiques, l'impact du réchauffement climatique.
On parle souvent d'inondations et de digues pour le Rhône, mais on sait aussi que le débit du Rhône est plutôt en train de baisser, les perspectives sont plutôt à la baisse. Donc là, vous en êtes à faire un petit peu le constat de tout ce qui est à faire. Voilà, ensuite, la première étape, ce sera exactement de partager un diagnostic et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour anticiper les risques et préserver. Et le préserver, parce qu'on y tient. On y tient, voilà, en préservant ce qui peut être préservable. Je dirais que c'est pas la peine de faire d'énormes travaux pour un risque qu'on sait à 5, 10 ans. Il faut avoir une vision un peu aussi, à long terme aussi, évoluer et se dire que chacun, on aura probablement évolué. Alors Absolument. En plus, je prends pas de position, mais je sais que il faut proposer toutes les solutions à tous les acteurs et qu'on sache où on va ensemble. Ce qui vous aide bien, enfin qui pourra bien vous aider en tout cas, c'est que à la tête de notre région, le président a véritablement, le président de notre région Sud a vraiment affiché une volonté très forte de cette biodiversité, de cette défense, de toujours plus vert, puisque a été voté en décembre le premier budget 100% vert, en tout cas, dans la lignée de la stratégie gouvernementale de France Nation Verte, tout en combinant, et il l'a bien dit, le développement économique. Alors ça, c'est quand même une chance, c'est une force pour vous, pour votre travail. Ah, tout à fait. C'est vrai que c'est important de dire qu'il y a non seulement une ligne politique, mais un budget qui est au service de cette ligne politique et qui est très clair, parce qu'on avait déjà une ambition de 40% du budget consacré au plan climat, donc air, mer, terre, énergie, déchets, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et alors 100% vert, c'est vrai qu'on parle toujours du vert, on pourrait aussi parler du bleu, parce que nous on est en Méditerranée, on a de problématiques d'eau, voilà, on dit toujours de 100% conforme à la nature en tout cas. Enfin, je sais pas comment on pourrait l'appeler. En tout cas oui, mais c'est 100% climat, 100% orienté en tout cas vers ces réponses qu'on doit donner. Et effectivement, l'idée, c'est de concilier tout ce qui est transport, parce qu'on est compétent dans les transports, construction des lycées, rénovation énergétique des lycées aussi. Tout ce que vous faites, en fait, tout ce qu'on fait. À minima, il ne faut pas qu'il y ait d'impact sur le réchauffement climatique ou sur l'environnement, et au mieux pouvoir améliorer cet impact, avoir des impacts positifs. Ce qu'on a comme objectif, évidemment, c'est en tout cas pour l'ensemble du territoire français, c'est cette fameuse neutralité carbone à l'horizon 2050. Oui. Donc, on a un peu de temps, mais ça va très vite. Il faut que les choses se préparent. Et donc, pour faire très court, vous allez placer tous les critères d'investissement de la région par favorable, très favorable, favorable sous conditions, neutre, défavorable, etc. C'est-à-dire que vous allez nommer tous les projets de façon à savoir exactement, ou à peu près en tout cas, quel impact ça va avoir, avec quand même une possibilité d'avoir aussi une 5e catégorie indéfinie, parce que des fois, c'est difficile de savoir où on va. Et puis, on est au début de cette volonté. Oui, tout à fait. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des critères. Hein. Notamment, on souhaite travailler avec l'UICN pour savoir conditionner l'impact sur la biodiversité des actions qu'on va financer. Et puis, se donner des indicateurs de performance et de progrès. Au sein de l'Association des régions de France, on a travaillé sur cette perspective, parce que toutes les régions sont engagées vers des perspectives de budget vert. On est bien placé, je veux dire, on est quand même un bon élève parmi toutes les régions. Oui, on est un bon élève. Alors, il y avait déjà 4 régions qui étaient pilotes dans l'élaboration d'une méthodologie pour obtenir ce budget vert. Et désormais, on est, nous, engagés. Ces régions engagées. Oui, exactement. Et très identifiées, en tout cas, comme engagées pour l'environnement, la lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est vrai que la décarbonation, vous en parliez, on a quand même des sujets assez significatifs en termes de transport, de logistique et puis d'industrie, évidemment. C'est vrai que les principaux projets sont quand même autour du transport. On a le fameux dossier sur l'électrification des quais, dont on nous parle toujours beaucoup des navires, escales, et là il y a aussi un enjeu économique. Et ça aussi, c'est un sujet que vous suiviez, tout ce qui est rénovation thermique, et là, les lycées, vous êtes en première ligne. Complètement. Évidemment, donc il y a beaucoup de choses à faire, mais quelque part, c'est rassurant de savoir que ça a pris une priorité sur notre région en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Oui, mais c'est vrai que le président Renaud Muselier aime bien rappeler qu'on n'est pas là pour se flageller en permanence et être catastrophique. Il faut être positif. Et moi, je pense que le plus angoissant, en fait, pour les citoyens, pour les gens de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce serait de ne pas avoir de levier d'action. Et pour n'importe qui, je discutais avec des amis dont les enfants souffrent un peu d'éco-anxiété, alors que c'est des adolescents. Je me dis, c'est nouveau, quand même. Oui, mais c'est à 14-15 ans, c'est quand même inquiétant. Et voilà, pour m'intéresser un petit peu au sujet, je me dis que l'essentiel, c'est surtout de pouvoir se donner des lieux
d'action, des leviers d'action à un moment ou à un autre, et au lieu de se dire c'est la catastrophe, et à ce moment-là, on ne peut plus rien faire. Agissons. Et agissons à notre mesure, en fait. Voilà, un lycéen de 14-15 ans, il faut lui dire, écoute, par exemple... Il y a des associations qui restaurent des zones humides et qui font des chantiers participatifs. Voilà, vas-y, fais un samedi de temps en temps. Voilà. C'est pas énorme, mais c'est et puis leur montrer génial. Que dans leur lycée, on fait tout pour qu'il y ait plus de gaspillage énergétique, voilà. etc. C'est un accompagnement. Et puis nous à la région, on prend notre part pour aller avoir une vision un peu plus lointaine que des actions au quotidien. Voilà, chacun. Absolument. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Anne-Claude Petit pour tous ces éclairages. On est confiant maintenant, c'est qu'on est entre de bonnes mains. Pour que ce parc naturel régional de Camargue, pour notre région, soit verte et le respect de la biodiversité. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Bonne journée.